Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode, le 22e du podcast À côté de mes pompes. Alors vous en êtes rendu compte, sur ces derniers jours, les températures ont lourdement chuté, passant même je pense sous les zéros. C'était le cas chez moi mercredi matin, puisque j'ai dû repousser une séance de VMA. Le sol était glissant, il y avait un brouillard à couper au couteau. J'ai préféré ne pas prendre de risques et reporter cette séance au mercredi après-midi. Donc je m'étais préparé, j'avais la frontale, les gants et au moment de sortir, ça glissait trop, donc demi-tour. Ce qui a fait sourire mon épouse, puisque elle dit tu es déjà rentré? Je dis oui, j'irai un petit peu plus tard dans la journée. Donc il va falloir composer sur ces prochaines semaines avec les températures hivernales. Malgré cela, on avance tranquillement vers Noël. Pour moi, la motivation, elle est quand même bien présente. Toujours sans course malheureusement. Nous avons installé à la maison le sapin, les décorations de Noël. J'ai glissé mes running sous le sapin en attendant que le Père Noël passe pour savoir si j'ai été suffisamment sage et si je mérite un petit cadeau. En tout cas, des petits cadeaux, j'en ai eu sur Apple Podcast avec des commentaires qui ont été laissés, notamment un signé El Pavito qui nous dit: un podcast très enrichissant, beaucoup d'informations variées sur le monde du running, que ce soit route et trail, à écouter sans modération pour agrémenter vos sorties course à pied. On ne s'ennuie jamais. Bonne continuation. Alors merci El Pavito pour ce commentaire très sympathique. Je vous invite à me laisser des petits cadeaux sous forme de ces commentaires et de ces évaluations sur Apple Podcast. Ça me fait très plaisir de les recevoir et puis ça me permet d'échanger également avec vous toujours sur la course à pied, sur les sujets donc qu'on traite ensemble à travers ce podcast. Dans l'épisode du jour, je voulais faire un petit clin d'œil à l'ensemble du personnel soignant qui a œuvré pendant ces derniers mois pour lutter contre l'épidémie du Covid-19. C'est une véritable course que nos soignants ont entrepris et j'ai la chance de recevoir une infirmière, Aurélia, qui a elle été au contact dans un service Covid pendant quelques mois et qui va aujourd'hui nous parler de son expérience de la course à pied. Ce que la course à pied peut lui apporter dans son quotidien pour parfois décharger certaines tensions. Le milieu hospitalier est quand même très oppressant, on a beaucoup de responsabilités dans ce qu'elle peut, elle, mettre en place dans son service. La course à pied, je pense, lui a été d'une grande aide à certains moments. Et au-delà de cette aide mentale, de ce que peut lui apporter la course à pied, Aurélia nous présente également son parcours qui est, je dois l'avouer, assez fulgurant. Après une carrière de gymnaste qui a été interrompue par une blessure à la cheville, elle a découvert la course à pied il y a seulement 3 ans et demi. Et en l'espace de 3 ans et demi, elle a déjà bouclé plusieurs courses, 5, 10 km, mais elle ne s'est pas arrêtée là, allant jusqu'au marathon et dernièrement franchissant le cap de l'Half Ironman en découvrant sur cette Half Ironman de Vichy le triathlon. Donc elle va nous expliquer un petit peu comment elle s'y est prise et vous allez découvrir un parcours très intéressant d'une personne très dynamique. Donc je remercie Aurélia pour m'avoir accordé cette interview et je vous laisse donc écouter tranquillement cet épisode bien au chaud à côté de votre sapin. Alors bonjour à tous, dans l'épisode du jour, on reçoit une athlète aux multiples facettes qui a débuté donc il y a quelques années et qui a très rapidement pris son envol, direction le marathon pour terminer il y a quelques temps par un Half Ironman. Bienvenue Aurélia, merci d'être l'invitée du podcast aujourd'hui. Je vais te laisser te présenter. Et puis on viendra sur ta profession parce que en ces temps difficiles, tu vas nous expliquer que c'est une profession qui a quand même été pas mal mise à contribution. Donc on fera un petit clin d'œil à tous tes collègues. Salut Seb, merci pour l'invitation. Ça fait plaisir de pouvoir partager sur ma passion. Donc écoute, je m'appelle Aurélia, j'ai 25 ans. Je suis infirmière de nuit en cancérologie depuis maintenant 2016. Oui, effectivement, les derniers temps ont été un petit peu compliqués avec les raisons sanitaires. Au niveau de mes passions, j'ai été gymnaste pendant très longtemps, de l'âge de 3 ans jusqu'à 17 ans.
à raison de 10-13 heures par semaine. Donc, je faisais beaucoup, beaucoup de gymnastique où j'ai fait des compétitions en équipe et en individuel. Malheureusement, j'ai eu une blessure à l'âge de 17 ans qui m'a pas permis de continuer cette pratique de gymnastique. Et puis, avec les études d'infirmière qui arrivaient, j'ai pris la décision d'arrêter. Et donc, voilà pour ma présentation. Alors, comment tu es venu à la course à pied? Parce que cette blessure, elle t'empêchait de faire de la gymnastique, mais tu as quand même pu venir sur ce terrain qu'est la course à pied et qui aujourd'hui est une de tes passions. Oui, alors du coup, je me suis blessée au niveau de la cheville. Donc, au début, c'était pas très évident. Je me suis blessée, c'était en 2012-2013 et j'ai débuté la course à pied qu'en 2016. En début 2016 où je débutais vraiment, j'ai débuté tout doucement. Ça a été un petit peu chaotique mon début en course à pied. C'était compliqué. Beaucoup de difficultés pour moi. Je courais 3 kilomètres et c'était très difficile au niveau du cardio, très difficile au niveau du mental. Donc, j'ai pas trouvé vraiment du plaisir au début à pratiquer cette course à pied. Donc, que je pouvais courir une fois par semaine, m'arrêter pendant un mois, ça a été très chaotique. Mais ça a été un sport, je dirais que c'est un sport assez facile à pratiquer dans les débuts, qui s'est pas mal développé sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que ça m'a donné envie. C'est un sport pas cher. On a besoin d'une bonne paire de chaussures et un petit équipement, un short, un legging, un t-shirt. Et puis c'est parti. Il n'y a pas réellement on pratique quand on veut. Il n'y a pas d'empêchement. Si on veut y aller à 20h, on y va à 20h. Si on veut y aller le matin, on y va le matin. On y va quand on veut et quand on peut. Donc, c'était assez facile pour moi de débuter la course à pied. C'était pour me remettre au sport. Ça doit pas être facile, justement, de pouvoir gérer l'entraînement quand tu travailles une fois de jour, une fois de nuit, entre la préparation d'un marathon et l'objectif d'un Alpha Ironman. Comment, tu arrives, toi, à gérer cette diversité des plages d'entraînement? Comme tu l'évoques, c'est facile de partir courir et le fait d'être seul, ça a été un des atouts, justement, de ce sport pour te permettre d'y accéder, justement? Alors, en fait, j'ai la chance d'avoir une trame fixe parce que je travaille de nuit. Je fais des nuits de 10 heures qui font que notre trame, elle est toujours la même. Je travaille un week-end sur 2. C'est toujours les mêmes nuits que je travaille et je vais pas faire des horaires du matin, je vais pas faire des horaires du soir ou des horaires de journée. Donc ça, c'est un avantage quand même pour pouvoir planifier mes entraînements. Par contre, il y a d'autres inconvénients à travailler de nuit. On en parlera peut-être un petit peu plus tout à l'heure. Et après, le fait que ce soit un sport qu'on pratique seul et de pouvoir y aller quand on veut. Alors oui, c'est un avantage, effectivement. Après, ça peut être un inconvénient dans les débuts où on manque un petit peu de motivation, où j'avais pas du tout l'habitude de m'entraîner toute seule parce que moi, je viens d'un monde de gymnastique où j'avais toute une équipe derrière moi, où je m'entraînais avec mon entraîneur, avec mes amis. J'étais jamais seule, donc ça n'a jamais été facile. Au début, c'est pas facile de dire allez, j'enfile mes baskets, je pars toute seule pour quelques kilomètres et puis on voit ce que ça donne. Il est vrai que c'est pas simple de dire je me mets à courir et je trouve la motivation. Est-ce que dans ton entourage, tu avais des personnes qui déjà pratiquaient la course à pied? Ou est-ce que tu t'y es mise vraiment, comme tu le dis, toute seule avec ce développement du running sur les réseaux sociaux? On voit qu'il y a des teams qui se montent, on a des compétitions qui, au fur et à mesure des années, se sont bien développées. Qu'est-ce qui t'a donner envie dans cette course à pied au-delà du côté simple, c'est-à-dire on prend un t-shirt, un short, une paire de baskets. Est-ce qu'il y avait autre chose que tu recherchais au début si on se place 3-4 années en arrière avec Aurélia, jeune coureuse? Alors déjà, non, il n'y a personne au niveau de ma famille, au niveau de mes amis qui pratiquait la course à pied. J'ai essayé d'en motiver quelques-uns. Quand je m'y suis mise, ça a été un petit peu compliqué. J'ai eu mon beau-frère qui m'a accompagnée dans les débuts. Après, j'avais une amie, mais ils ont vite lâché le fil.
Donc, si je voulais me motiver moi-même, il fallait que j'y aille toute seule. Hein. Je le faisais pour moi, en fait. Je le faisais pas pour les autres. Ce qui m'a motivée à continuer, c'est que les débuts ont été très difficiles, comme je l'ai dit au début. Et du coup, je voulais pas lâcher. Je voyais tout le monde y arriver sur les réseaux sociaux, donc pourquoi pas moi? Donc, j'ai continué à m'entraîner, je me suis renseignée. Et c'est vraiment fin 2016, début 2017, où là, j'ai commencé à faire des sorties run beaucoup plus régulièrement. Je trouvais beaucoup plus de plaisir à faire mes entraînements. J'ai commencé à m'intéresser aux différents types d'entraînements, variations d'allure, à l'endurance fondamentale. Et du coup, pour me motiver et pouvoir partager, je me suis inscrite à un club d'athlétisme en fin 2016 pour pouvoir évoluer sur ma pratique, parce que j'avais besoin d'un petit cadrage, j'avais besoin d'un accompagnement et puis aussi de partager avec des personnes avec qui on a la même passion. Parce que c'est vrai que dans mon entourage, personne n'est sportif finalement. Donc, je partageais vraiment avec personne. C'est vrai que c'est pas simple quand tu débutes comme ça. Il y a toute une terminologie et tu as dû t'en rendre compte dans le vocabulaire, dans les allures. L'intérêt du club, c'est quelqu'un qui est venu à toi ou tu as toi-même recherché l'existence d'un club par rapport à ton lieu d'habitation? Alors en fait, c'est venu par hasard avec une discussion d'un ami qui faisait partie de ce club d'athlétisme pendant une soirée. Et je lui ai dit, justement, j'aimerais bien essayer ce type de séance parce qu'on parlait du fractionné sur piste, etc. J'aimerais bien essayer ce type de séance. Donc, c'est là que je me suis lancée. J'y suis allée avec lui pour une séance d'essai et je me suis inscrite. Et qu'est-ce que tu as trouvé dans ce club? Est-ce que c'était conforme à une communauté telle que tu l'envisageais? Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as fait ces premières séances de club? Alors, c'était super. Bon, déjà, je suis arrivée sur ma première séance d'essai, c'était le test de VMA. Alors, j'en ai bavé, mais c'était vraiment ce que je recherchais. Je recherchais plus de technique, plus de professionnalisme dans le sens où j'en avais marre de mettre mes baskets et d'aller courir seulement 3-4 kilomètres sans vraiment avoir d'objectif et savoir où j'allais. Donc, ça m'a posé des bases sur la course à pied. Je m'entraînais, j'avais 2 séances par semaine d'athlétisme et puis je m'entraînais, on va dire, une petite séance personnelle en plus. Ça me faisait 3 séances par semaine. Après, j'ai pu découvrir le monde de l'athlétisme, entre guillemets, où j'ai fait quelques compétitions. J'ai découvert le court. J'ai fait du 100 mètres, du 400 mètres. Et en fait, ça m'a permis de savoir ce que j'aimais et ce que j'aimais pas. Du coup, le court, je n'aime pas. Je suis plutôt sur du long, de l'endurance. Et c'est de là que je me suis lancée après sur quelques courses officielles sur du long et sur du bitume. Alors, est-ce que tu as un souvenir, après quelques mois de pratique, de ta première course officielle? Quelle impression on ressent quand on accroche son premier dossard? Est-ce qu'il y a une fierté? Est-ce qu'il y a de l'impatience? Comment tu t'es ressenti? Oh oui, plein de questions, plein de doutes, de l'impatience, de l'envie. Alors déjà, j'ai mis un petit peu de temps à sauter le pas. Il faut savoir que mon premier dossard, ça a été un 5 kilomètres. J'y suis allée progressivement, un 5 kilomètres. Et c'était en novembre 2017. Donc, ça faisait un an maintenant que je pratiquais la course à pied assez régulièrement. Et du coup, ça a été compliqué cette course. C'était ma première course. J'étais complètement dans l'inconnu. On accroche un dossard, on est mélangé avec plein de monde. On se demande ce qu'on fait là. Sur la ligne de départ, on est mélangé avec des athlètes qui ont l'habitude, ça se voit, qui partent à une vitesse phénoménale et on les suit. Oui, c'est ça. La plus grosse erreur qu'il faut faire. C'est un peu l'erreur du débutant, c'est-à-dire qu'on va se caler sur les avions de chasse qui, sur un 5 km en plus, vont très très vite. Alors si toi en plus, tu n'es pas forcément fan du très court, donc une fois que le départ est lancé, ensuite, comment tu as vécu ta première course? De me caler après tranquillement sur l'allure de la course. Le premier 5 km a été très difficile, mais par contre, une fois qu'on passe la ligne d'arrivée, c'est juste magique, quoi. Et on a envie de re-signer de suite. Et je pense que la plupart des gens qui épinglent leur premier dossard
après, c'est bon, on est lancé sur une longue lignée. Aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est vrai. On s'aperçoit aujourd'hui que c'est difficile dans ce temps où les courses sont absentes totalement du calendrier. Pour certains, de trouver la motivation sans le dossard, ça pose des difficultés. Et donc, tu t'es pas arrêté là. Après le 5 km, on a continué l'envolée avec d'autres courses. Voilà, donc un mois après, du coup, en décembre 2017, j'ai fait mon premier 10 km. Et ça, c'était au vu de la préparation du semi-marathon de Paris, auquel je m'étais inscrite quelques mois avant. Donc, je voulais faire un entre-deux. Je voulais pas passer du 5 km au semi-marathon. Donc, j'ai fait la course des 3 ponts sur Orléans, qui est une course nocturne, ambiance géniale, un très bon souvenir où je fais du coup un premier 10 km correct, toujours un peu compliqué sur la fin. Je suis toujours un peu sur les rotules à la fin de mes courses. Mais bon, ça s'était très bien passé, une super ambiance. On découvre vraiment ce monde de la course et des courses officielles où les gens sont là en train de t'encourager alors qu'ils te connaissent même pas. On crie ton prénom, on te dit d'aller jusqu'au bout. Donc c'était vraiment, vraiment génial. Ça m'a conforté dans le choix de continuer sur cette lancée. Et du coup, en mars 2018, j'ai fait mon premier semi-marathon de Paris. Donc, tu gravis étape après étape, donc voilà. Du 5 km, 10 km. Exactement. On arrive au semi-marathon sur Paris. Alors, je me rappelle, je pense que la météo était pas forcément top sur ce semi-là. Il y a dû avoir... Mais sur le semi-marathon de Paris, la météo n'est jamais vraiment top, on va dire. C'est en mars en général et le vent, la pluie, le froid sont au rendez-vous en général. Du coup, je fais ce premier semi-marathon et quand je passe la ligne d'arrivée, c'est absolument génial. Mais par contre, physiquement, j'étais épuisée, j'en pouvais plus, j'avais mal partout et je me suis dit, Aurélia, je pense que tu iras pas plus loin, tu feras pas plus parce que là, 21 km, c'est déjà énorme. Il y a 1 an et demi, tu n'arrivais pas à en courir 3. Donc, sois fière de toi et tu continueras peut-être d'autres semis, mais tu n'iras pas plus loin. Et en fait, les mois ont passé et le souci quand on commence à accrocher des dossards, c'est qu'on veut continuer. Et j'avais plus d'objectif particulier, j'avais plus d'inscription à de course. Et en septembre 2018, il y a l'inscription du Marathon de Paris qui est lancée. Et là, tu te dis finalement, pourquoi pas? On double le SMI et on passe sur le marathon. Voilà, c'est quand même une distance phare dans la course à pied selon moi. Et quel coureur ne s'imagine pas courir un marathon une fois dans sa vie? Donc, je me suis lancée. Je me suis inscrite en septembre 2018, du coup. Après, il faut savoir que les inscriptions se font assez tôt. Donc, il faut vraiment être sûr, il faut vraiment réfléchir. Faut pas être motivé au mois de septembre et puis se dire, mince, ça sera qu'au mois d'avril. Donc, faut tenir sa prépa, faut tenir la motivation. C'est bien, c'est cool d'avoir l'euphorie et de se prendre des dossards 8 mois avant. Mais bon, après, faut l'assumer le jour J, quoi. Est-ce que tu penses que de ton côté, tu as besoin de ce phare-là qui brille au loin, qui était le marathon, pour te donner la motivation, ou est-ce que s'il n'y avait pas eu cet objectif lointain, tu y serais quand même venu sur ce marathon? Je pense que j'y serais quand même venue. Parce que pour moi, c'est quelque chose qui était totalement inaccessible au vu de mes antécédents avec la course à pied. Parce que je suis vraiment partie de très, très loin. C'était compliqué mes débuts. Du coup, si on m'avait dit dans 2 ans, tu courras un marathon, oh là là, j'aurais rigolé parce que pour moi, c'était quelque chose d'inaccessible. Donc, le 10 km pour moi était inaccessible au début, le semi pareil, et puis je les ai faits. Donc, pourquoi pas le marathon? Donc, je me suis lancée. Et en te lançant, est-ce que tu avais une appréhension en te disant ça va être quand même dur après ce que tu avais vécu sur le semi-marathon, où tu t'es dit, bon, j'ai quand même ce côté endurance plus que la vitesse, ce que tu disais tout à l'heure. Donc, tu t'es dit, bon, ça va quand même passer. Est-ce qu'il y avait quelques doutes quand même après avoir cliqué et validé ton inscription? Oh oui, il y a toujours des doutes. Au début, quand on s'inscrit, il y a un petit peu de doute qui s'installe, mais ça peut encore aller. Je dirais que les plus gros doutes, ils arrivent quand on débute notre prépa,
où on commence à faire ces sorties longues et qu'on a du mal, qu'on fait 20 kilomètres et qu'on se dit « Ouh là là, il m'en faut 22 de plus ». Les gros doutes qui commencent à s'installer à ce moment-là. Mais bon, après, avec une bonne préparation, une bonne organisation et de l'exigence, je pense qu'on peut tous y arriver. Donc, il faut travailler. Comment tu l'as Et menée, cette préparation? Tu étais entouré par un entraîneur, tu as eu des personnes qui t'ont bâti un plan avec, voilà, les séances, tu vas faire ça sur cette semaine-là. Comment tu t'es organisé? Parce que c'est pas simple quand on a, même moi, tu vois, aujourd'hui, je serais pas forcément capable de bâtir tout seul un plan d'entraînement pour un marathon. Ça nécessite quand même pas mal de connaissances. Comment tu t'es organisé pour justement arriver, parce que c'est l'objectif hein, quand on est sur une telle course, d'arriver en forme le jour de la course, pas une semaine avant, pas forcément une semaine après. Alors déjà, il y avait plusieurs questions qui se posaient, faire un plan sur combien de temps, parce que j'ai lu beaucoup, je me suis beaucoup documentée, j'ai été voir sur Internet aussi. Donc, il y a des plans qui durent plus ou moins longtemps en fonction des niveaux, combien de séances à faire par semaine. Donc, à ce moment-là, j'étais encore à l'athlétisme, donc j'en avais un petit peu parlé avec mon prof d'athlétisme. Et en fait, on a choisi un plan qui était sur Internet en l'adaptant, parce qu'avec mon métier, c'était pas toujours facile de suivre une trame qui était définie et de pouvoir la suivre. En jouant peut-être aussi sur la fatigue, c'est-à-dire que avec un métier Oui, comme le voilà, exactement. tien, d'avoir un travail qui se fait principalement de nuit, bah, tu es un petit peu à l'envers d'un fonctionnement habituel qu'un humain pourrait avoir qui va dormir la nuit et travailler le jour. Comment tu l'as intégré justement ce paramètre travail? Bah, ça a été une organisation à faire dès le début. Après, ça fait maintenant 4 ans que je travaille de nuit. Donc, je connais mon corps, je sais quand est-ce que je suis fatiguée, je sais quand est-ce que je dois lever le pied. Donc, après, ça a été une organisation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai une trame au niveau de mon métier qui est fixe. Donc, je travaille un week-end sur 2. Donc, je savais que sur les week-ends où je travaillais, c'est pas à ce moment-là que j'irais faire ma sortie longue. Donc, c'était juste une organisation. Des fois, j'allais faire une sortie longue, finalement, un mercredi, en plein milieu d'après-midi où je travaillais pas, pour pouvoir me reposer le jeudi et attaquer mon vendredi, samedi, dimanche au travail correctement. Oui, Donc, donc c'est une organisation. Et comme ça faisait un petit moment finalement que je travaillais de nuit et que je connais mon corps et que je sais comment je réagis face à mes entraînements, ça n'a pas été très compliqué pour moi, cette organisation-là. Donc, ta sortie longue du week-end, tu la faisais plutôt en milieu de semaine. Après, c'était juste une Voilà, adaptation par rapport à ton planning. Est-ce que tu complètement. avais intégré des courses qui étaient des courses, on va dire, repères pour valider ton plan? Et sur combien de semaines, d'ailleurs, tu l'as mené? Alors, du coup, j'ai fait un plan de 3 mois et demi à raison de 3-4 séances par semaine. Ça, c'est pareil, ça dépendait de mes semaines de travail. Parce que j'ai une petite semaine de travail où je vais travailler 20 heures et j'en ai une grande, celle d'après, où j'en travaille 50. Donc, on travaille 50 heures pour caler 4 séances de course à pied. Ça pouvait être parfois difficile. Donc, je m'entraînais à raison de 3 à 4 séances par semaine. Et j'ai débuté aussi en parallèle du renforcement. Donc, on en parlera tout à l'heure, il me semble, sur les autres sports que je pratique pour éviter le risque de blessure. Durant toute cette période, pas de blessure, pas de bobo, tu as traversé ta préparation sans encombre ou est-ce qu'il y a eu des moments un petit peu plus compliqués? Parce que un marathon qui se passe au mois d'avril, c'est une préparation bien souvent hivernale. Donc, juste après les fêtes, une fois qu'on a bien mangé, qu'on a bien réveillonné, c'est là où on commence sa préparation. Alors, c'est pas forcément le moment le plus facile non plus. C'est exactement ça. J'ai débuté début janvier, juste après les fêtes de fin d'année. C'était parfait. Du coup, non, le plan en lui-même s'est très bien passé. Bon, on tire quand même j'en ai tiré quand même quelques erreurs, je pense. J'ai pas adopté la meilleure stratégie à mon avis parce que je me suis vraiment focalisée sur la course à pied, parce que j'allais courir un marathon. Donc pour moi, il fallait que je cours, que je borne, que je borne, que je borne. Je pense pas que ce soit la meilleure solution, surtout au vu de mes objectifs que j'avais dans les mois qui suivaient avec l'Ironman. Je pense qu'il aurait plutôt fallu que je fasse des entraînements croisés avec le vélo et la natation qui m'auraient permis de récupérer
Et il faut savoir que le vélo, enfin, on le sait tous, mais le vélo, c'est un très bon complément de la course à pied. Donc, ça m'aurait pas du tout pénalisé. Donc, je me suis vraiment focalisée sur la course à pied où je faisais vraiment que de la course, des sorties longues, etc. Et du coup, la fin du plan était un petit peu compliquée. Je sortais quand même je crois que j'ai fait plus de 400 kilomètres, je crois, en 3 mois. Donc, à la fin, j'avais des petites douleurs qui sont apparues au niveau du tendon d'Achille. Donc, les 15 derniers jours du plan ont été adaptés. J'ai ralenti pour ne pas être trop fatiguée, puis arriver au top le jour J. C'était le but. Alors, est-ce que le jour J, on est très sereine? Est-ce que déjà tu t'étais donné un chrono? Parce qu'on doit, quand on réalise son inscription, peut-être donner un SAS. Est-ce que par rapport à tes chronos précédents sur semi-marathon, qui était ton repère, tu avais déjà peut-être une idée en tête? Même si je pense que comme tout premier marathon, on se dit l'important c'est déjà de le finir. Mais est-ce que secrètement, il n'y avait pas un chrono qui te faisait briller? Un chrono qui me faisait briller. Oh là là, c'était un peu compliqué. Moi, dans toutes les courses où je me suis inscrite et que j'ai fait donc mon premier 5 kilomètres, mon premier 10 kilomètres, mon premier semi, c'était vraiment dans l'optique de le terminer. Je voulais absolument passer la ligne d'arrivée. Après, je me suis pas énormément posé de chrono en objectif. Par contre, dans ma prépa marathon, j'avais fait du coup, j'avais refait le semi-marathon de Paris en intermédiaire, qui était inclus dans ma prépa. Je l'avais fait en fait en sortie longue. Et comme c'était mon deuxième semi-marathon que j'en avais fait un l'année d'avant, on a un petit peu des repères. On a fait un premier semi avec un temps donné, et là j'avais envie de faire mieux en fait. Mon objectif c'était de faire mieux. Donc mes entraîneurs m'avaient dit vas-y cool, parce qu'en fait ça fait partie de ta prépa marathon et c'est une sortie longue finalement. Mais moi j'avais envie d'un petit peu pousser quand même pour essayer de battre ce temps du premier semi. D'ailleurs que j'ai gagné énormément de temps parce que j'ai gagné plus de 10 minutes. Oui, donc c'est quand même assez conséquent sur cette distance-là et en mode sortie cool. Donc, Et en mode sortie. Oui. voilà. Bon, j'ai quand même un peu forcé à la fin, je m'en cache pas. Bon, ça, c'est l'esprit de compétition. Une fois qu'on a le dossard, on a beau se dire, ouais, j'y vais cool sur cette course-là. Une fois qu'on est pris, je pense, dans l'ambiance et dans la foule, bon, Ouais, les c'est conseils ça. de l'entraîneur, on les laisse un peu de côté. Donc, tu finis ce semi-marathon, bah, dans de bonnes conditions, ce qui t'a permis de t'évaluer quand même sur ce potentiel chrono sur marathon, même si, voilà, l'objectif, c'était de finir. Alors, le jour de la course, comment ça se passe? Est-ce qu'on dort bien? À tous les marathoniens à qui j'ai posé la question jusqu'à présent, ils m'ont dit non, c'est pas forcément la nuit précédente que l'on va avoir une nuit qui sera la plus reposante. Est-ce que c'est ton cas? Ah ouais, c'est exactement mon cas. Alors du coup, j'ai passé un week-end chez des amis. J'avais tout mon groupe d'amis qui était là pour me soutenir. Et bon, déjà, on n'est pas chez soi, on n'est pas dans son lit, donc le sommeil, c'est pas le même. Et puis, on sait qu'on va prendre le départ du marathon. Ça fait quasi 4 mois qu'on s'entraîne pour ça, donc le stress est là, on se pose plein de questions. Donc non, la nuit n'a pas été très bonne. Le matin, la boule au ventre. Je prends un petit déj pas top non plus. Du coup, on se dit, oh là là, on va aller courir 42 kilomètres, mais comment tu vas faire? Et j'ai été très bien accompagnée. Et c'est là la morale de l'histoire où je pense quand on se lance sur ce type de plan de préparation, sur ce type de course, il faut absolument s'entourer de bonnes personnes qui vont nous pousser à bout, qui vont nous soutenir parce que tout seul, c'est vraiment compliqué. Et du coup, je me lance sur la ligne de départ pour courir 42 kilomètres. Très stressée. J'avais peur parce que, justement, comme je disais, ma fin de prépa a été compliquée avec des douleurs au niveau du tendon d'Achille où je courais quasiment plus parce que au bout de 5 kilomètres, mon tendon faisait mal. Est-ce que tu t'es dit, après 5 kilomètres, peut-être, si j'ai des signes qui montrent quelques douleurs, ça peut m'empêcher peut-être d'aller jusqu'au bout? Ou est-ce qu'une fois dans la Oui. course, tu t'es complètement lâché et finalement le corps a bien réagi?
Et ben en fait, je m'étais dit que si j'avais mal, j'irais pas jusqu'au bout de ces 42 kilomètres parce que de toute manière, j'aurais pas du tout été capable de le faire. Même en poussant, ça aurait pas été possible. J'avais bien vu aux entraînements quand au bout de 5 kilomètres, j'avais des fourmillements dans le pied et que j'avais hyper mal au niveau du tendon avec une douleur qui irradiait dans le mollet. J'aurais jamais pu courir 42 kilomètres dans cet état-là, c'était pas possible. Et je sais pas ce qui s'est passé le jour J, tant mieux. Mais j'ai pris le départ et j'ai eu aucune douleur, vraiment aucune douleur. J'ai pas du tout senti mon tendon, aucune douleur au mollet. Donc, j'ai continué sur la lancée et puis, je suis allée jusqu'au bout. Après, ça a été une course quand même très, très, très compliquée. Alors peut-être que là, l'infirmière pourra répondre. Est-ce que le corps ne sécrète pas finalement des substances pour bloquer la douleur et passer par-dessus cette douleur par l'euphorie justement que représente la course. Enfin, tu le disais, c'est un environnement qui est festif. Tu as tes proches qui sont à côté de toi et qui peuvent t'encourager. Je pense que là, voilà, kilomètre après kilomètre, tu te dis je vais finalement toucher le but. Alors, qu'est-ce qu'on ressent au fil des kilomètres? Tu te dis c'est possible? Est-ce qu'il y a des moments où ouais, ça c'est plus compliqué, ce fameux mur dont parlent de nombreux marathoniens. Pas Ouais, tous, c'est pas ça. tous malheureusement, mais Alors, certains le prennent vraiment de plein fouet. pas tous, c'est clair. Donc, le début de la course s'est très, très bien passé. Je me suis sentie très, très bien. J'ai passé la barre du semi-marathon. J'étais très bien, j'avais aucune douleur, j'étais bien sur le plan cardio, je m'hydratais bien, je mangeais bien. J'avais préparé des petits sacs avec des ravitaillements que mes amis me donnaient au fur et à mesure. Après, ça a été un petit peu compliqué parce qu'ils n'ont pas réussi à me retrouver au kilomètre temps qu'on s'était donné. Mais bon, après, sur la course, on a des ravitaillements donc, il y avait de quoi faire. Donc, ça s'est très bien passé à partir de semi. Après, j'ai vu mes amis à partir au 18e kilomètre et je les ai pas revus avant le 35e, 36e kilomètre. Ce passage a été très long. Et à partir du 30e kilomètre, ça a commencé à être un petit peu compliqué au niveau du mental, au niveau du physique. Ça commençait à tirer un petit peu au niveau des lombaires, au niveau des genoux. Et c'est au 35e kilomètre où là, j'avais plus de jus, j'avais plus aucune énergie, j'en pouvais plus. J'étais épuisée. Alors, est-ce que c'est ça le mur du marathon? Oui. Qu'est-ce que tu as trouvé comme ressource pour passer ce mur justement et au-delà du 35e te permettre de reprendre finalement ton chemin jusqu'à l'arrivée? La ressource, elle a été très simple parce que physiquement, j'avais vraiment plus de jus, donc ça a été très compliqué. Ça s'est joué au mental. Et la ressource, ça a été mes amis. Et mes amis se sont pointés au 36e kilomètre avec des trottinettes électriques qui se trouvent à Paris, un peu comme les Vélib, qui sont dans un périmètre donné et puis on peut se promener avec. Ils sont tous arrivés avec leurs trottinettes et puis ils m'ont suivi du 36e au dernier kilomètre dans le bois de Boulogne. Et sans eux, je pense que clairement, j'aurais terminé le marathon sur les rotules. Donc, tu avais ton escorte pour te conduire jusqu'à l'arrivée. Quand on passe la ligne d'arrivée, et tu vas nous donner ton chrono, parce que là, tu laisses planer le suspense, qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce qu'on se dit? Comment on finit cette course? Qu'est-ce qu'on ressent? On ressent de la joie, on est fier, on est heureuse. J'en ai pleuré parce que franchement, j'y croyais plus. Les 6 derniers kilomètres ont été vraiment compliqués. Quand on se dit 6 kilomètres, c'est rien. Et en fait, ça a été les 6 kilomètres les plus longs de toute ma vie, je crois. Ça a été vraiment compliqué. Qu'est-ce que je ressens? Je peux même pas décrire ce que je ressens. C'est juste magique. Et une demi-heure avant, je me disais fini, c'est fini, je ferai plus jamais ça. Et il suffit que je passe la ligne d'arrivée pour dire si je referai un marathon. Donc finalement, tu le disais tout à l'heure, hein, tu as mis le doigt dedans. Premier dossard, 5 km, on y va crescendo. Et bien que la douleur soit présente, la satisfaction, elle reste, on va dire, éternelle. Et tu as envie finalement d'aller encore plus loin. Le lendemain, on ne doit pas forcément être en grande forme. Est-ce qu'il y a des tensions qui restent ou est-ce qu'on est encore dans l'euphorie de cette course? Alors oui, on est encore dans l'euphorie, on va dire mentalement. Physiquement, le corps nous rappelle très vite qu'on vient de courir
42 kilomètres. J'arrivais pas à descendre les escaliers. C'était très, très compliqué. J'avais mal aux jambes. Puis, il faut savoir que je reprenais le travail le soir même. Donc, j'ai couru le marathon le dimanche et le lundi soir, je repartais au boulot. Donc, j'ai pas eu le choix. Je me suis mis dedans et j'ai marché toute la nuit. Donc, au final, ça m'a permis de récupérer, on va dire. Tu as fait ta récup dans les couloirs de l'hôpital au final. Donc, c'était C'est ça. à déambuler. Qu'est-ce que ce marathon a pu t'apporter sur un plan personnel, sur un plan professionnel? Est-ce que c'est vraiment quelque chose, tu te dis, je peux m'appuyer dessus aujourd'hui pour des expériences que je vais traverser par rapport à dans le secteur où tu travailles, en cancérologie, je pense que la douleur après un marathon est moindre que ce que les patients peuvent traverser. Mais est-ce qu'il y a, toi, sur un plan personnel, un apport de cette course, de ce marathon dans sa réalisation, dans tout le cheminement que tu as réalisé depuis tes premiers pas? Tu le disais, je n'étais pas capable de courir 3 kilomètres, tu passes au 10, tu passes au semi, tu passes au marathon. Qu'est-ce que tu peux en retirer si on fait une rétrospective là sur ta carrière sportive? Déjà, tu parlais de mon métier et justement, je trouve que mon métier d'infirmière et la course à pied sont étroitement liés. C'est des métiers. Dans les deux cas, je me pousse à aller de l'avant. Je vais me battre pour ce que je veux, pour ce que j'entreprends. Je prends en charge des patients qui sont malades, qui n'ont pas la chance de pouvoir faire ce genre de course à pied physiquement parce que la maladie les fatigue de trop, les traitements les fatiguent de trop. Et moi, j'ai cette chance d'être en bonne santé, que je peux aller au bout. Donc, si je veux, il faut que je le fasse. Ça me permet de prendre soin de mon corps, ça permet de prendre soin de ma santé. Et je pense que c'est une chance. C'est une chance d'avoir la santé et de pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. Donc, je m'en suis aperçue. C'est une prise de conscience qu'on a dans le métier. Après, ce que la course à pied m'apporte, ça m'apporte tout. Clairement, ça m'apporte tout. Ça me permet il y a du dépassement de soi. C'est un booster dans ma vie. Ça me rend heureuse. Ça continue. C'est un état de satisfaction que j'ai après chaque entraînement, après chaque course. Ça me permet de me poser des objectifs, de pas lâcher, d'aller au bout de ce que je veux. Ça me permet aussi de partager énormément, de partager avec mes amis, de partager avec ma famille, de partager avec les gens que je ne connais pas sur les réseaux sociaux. Ça contribue à ma santé physique, à ma santé mentale. Ça me rend heureuse, tout simplement. Et justement, là, si on fait un petit aparté sur le contexte sanitaire actuel, est-ce que ça t'a aidé au vu de la contribution qui a été la vôtre, les soignants, dans cette période du Covid? Est-ce que ça t'a aidé à traverser cette période un petit peu compliquée où on vous a demandé beaucoup? Est-ce que finalement, d'aller courir après une journée de travail ou une période intense d'activité, ça t'a permis de te vider un petit peu et, comme tu le disais tout à l'heure, d'avoir ce bien-être à la fois physique mais aussi moral? Écoute, cette période où elle a été compliquée, j'ai été affectée du coup pendant 2 mois et demi dans les services Covid. Après, comment je l'ai vécu? On va dire que tout au long de l'année, je travaille dans un service compliqué qui est dur physiquement mais aussi moralement. Donc, je l'ai fait pendant cette période Covid, mais je le fais tout au long de l'année. Quand j'ai besoin d'aller me vider la tête ou j'ai besoin de me sentir un petit peu mieux parce que le boulot est compliqué, oui, je vais prendre mes baskets et je vais aller courir sans objectif de temps, sans objectif d'allure, sans entraînement bien défini, juste pour me vider la tête et ça me fait du bien. Donc oui, je l'ai fait pour cette période de Covid, mais je le fais tout au long de l'année finalement. Oui, donc ça a pas vraiment changé, hormis le fait d'être peut-être mobilisé un peu plus que d'habitude. Tu as rien changé à ta façon de fonctionner. Tes proches, tes patients, tes amis, comment ils l'ont vécu cette première étape du marathon? Parce qu'on va voir la suivante qui est encore plus grandiose, je dirais. Ce marathon, quel a été leur accueil?
comment ils t'ont vu après ces 42 km 195? Mais ils étaient fiers, hein. Ils étaient fiers. Après, les premières réactions quand on dit je me suis inscrite à un marathon, c'est la plupart des réactions des gens, ça a été t'es folle. Pourquoi tu le fais? Donc, les gens comprenaient pas forcément pourquoi je faisais ça. J'ai eu des réflexions aussi pendant mon plan marathon en me disant que j'en faisais trop, que ça devenait une drogue, qu'il fallait que je ralentisse. Donc, les gens comprenaient pas forcément. Et est-ce que tu Donc, valides, oui, je toi? m'entraînais beaucoup. Est-ce que tu valides ce Absolument côté pas. ouais, non, t'es pas tombé dans ce côté il faut que je sois dans le marathon, marathon, marathon. Non, il n'y avait pas eu ce côté obsessionnel, je dirais. Non, alors oui, après, j'ai mis toutes les chances de mon côté. Je faisais attention. Je, comme j'ai fait pour l'Ironman d'ailleurs, c'est-à-dire que quand j'ai une course, je me donne à fond au niveau de mon plan d'entraînement, je respecte mes séances, je vais essayer de faire une récup correcte avec des heures de sommeil correctes, je vais avoir une alimentation correcte, mais j'étais pas stricte non plus à 100%. Et quand les gens me disaient t'en fais trop, il faut que tu ralentisses. Alors oui, je cours beaucoup, mais je me prépare en même temps pour un marathon. Donc, il faut que j'en fasse beaucoup. C'est pas en courant 10 kilomètres dans la semaine et en faisant une sortie par semaine que je vais réussir à boucler ces 42 kilomètres. Donc, je me suis lancée dans un objectif qui est assez imposant et qui est assez grandiose, entre guillemets. Donc, il faut que la prépa soit du même type. On peut pas faire une grosse course avec une petite prépa, ou alors qu'on me donne le secret. En tout cas, moi, j'y arriverai pas. Et au-delà de ces quelques commentaires, on va dire un petit peu négatifs, globalement, voilà, les gens ont été fiers de ce que tu as pu faire. Alors, quand tu Bah leur as voilà. annoncé après ce marathon en avril que quelques mois plus tard, tu allais te lancer et réaliser un nouveau défi, est-ce que là encore, ils t'ont pris pour une folle ou non, ils ont compris que c'était vraiment dans ton tempérament? Ben, en fait, ils étaient déjà au courant parce que, comme je disais tout à l'heure, les inscriptions se font vraiment en amont de la course. Donc, du coup, je me suis inscrite en septembre 2018 sur le marathon et en novembre 2018, j'avais déjà mon dossard pour l'Ironman. Donc, tout ça, je leur ai annoncé dans la foulée. Donc, ils étaient déjà au courant. C'est justement dans ces moments-là où on te dit que t'en fais un petit peu trop qu'il faudrait ralentir. Donc, non, j'ai fait la fin de mon marathon. J'ai passé mon marathon. Tout le monde était très fier. Tout le monde m'a félicité. J'ai reçu énormément de messages sur les réseaux sociaux, énormément de messages aussi de ma famille, de mes collègues. Tout le monde était très content. Tout le monde était fier. Et du coup, après, j'ai eu 15 jours à peu près. 15 jours de pause pour récupérer. Et ma prépa Ironman, du coup, est arrivée très, très vite. Alors, Ironman, donc là on parle du half, donc c'était à Vichy, donc en août 2019. Le format, donc c'est presque 2 km de natation, 1 km 900, c'est ça? C'est 1,9 km de natation, 90 km de vélo et un semi-marathon. Donc, ça s'appelle un Half Ironman ou l'Ironman 70.3. En fait, ça correspond à 70.3 miles, qui correspond à 113 km et quelques, il me semble. Donc là, d'une pratique Donc, seule de la course à pied, il faut ajouter la natation et le vélo. Ce sont des choses que tu ouais, pratiquais déjà exactement. ou tu as découvert euh, au mois d'avril, 15 jours après ton marathon, qu'il fallait faire du vélo et de la natation? Ah non, 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 quand même pas. Je me suis équipée petit à petit au niveau du triathlon. En fait, j'avais acheté en 2018, il me semble, en 2000 ou en 2017, peut-être en fin 2017, j'avais acheté mon premier vélo de route pour, alors pas du tout dans l'optique de faire un triathlon, c'était pour récupérer sur mes séances de course à pied, pour faire de la récup active, pour faire des sorties assez longues sans avoir d'impact au niveau des jambes. Et du coup, j'ai pratiqué des sorties vélo de temps en temps. Hein. C'était pas quelque chose de très très régulier. C'était de temps en temps. Et quelques mois après, j'ai découvert la natation par hasard, où j'y suis allée un soir avec ma belle-sœur. Alors, c'était une natation papotage, hein, où je nageais un petit peu la brasse. J'avais pas du tout d'objectif particulier. C'était vraiment pour se détendre.
Et ça m'a plu, donc j'y suis allée régulièrement. J'ai commencé à apprendre à nager le crawl, à me documenter, à regarder des vidéos sur les techniques, etc. Alors là, toujours en autodidacte, c'est toujours de par Toujours. toi-même, sans avoir de coach, parce que Oui. moi, je peux regarder une vidéo sur mon téléphone et pour savoir comment on nage le crawl, je pense pas que je sois en mesure d'être à l'aise dans cet élément-là. Donc, tu avais quand même une prédisposition. Et comment on arrive justement à avoir cette envie de passer sur du triathlon? Parce que tu disais être vraiment bien sur la course à pied. Qu'est-ce qui a motivé une inscription sur un Half Ironman? Et parce que du coup, je me suis dit, Aurélia, tu cours, tu as un vélo de route et tu as débuté la natation. Qu'est-ce que tu peux faire avec tout ça? Un triathlon. Et comme j'ai toujours envie de plus, un peu plus, que j'ai commencé par mon 5 km, un 10 km, un semi, un marathon, qu'est-ce que je peux faire après? Un triathlon. Mais tu aurais pu commencer par un triathlon XS, S, un petit format. Non, direct, Half Ironman. Ouais. Oui, oui. Ça, c'était vraiment la distance qui me faisait rêver. J'ai découvert l'Ironman, en fait, sur les réseaux sociaux, avec mon Instagram de course à pied, finalement, où j'ai découvert ce qu'était un Ironman, parce que en 2017, si quelqu'un m'avait parlé d'un Ironman, je ne savais pas du tout de quoi on me parlait, hein. Donc, j'ai découvert ce qu'était la distance Ironman, ce qu'était le triathlon, parce que même le triathlon, j'avais aucune connaissance dans le domaine. Et moi, je me suis dit, quand j'ai vu les gens pratiquer un Ironman, je me suis dit, mais ils sont complètement fous. C'est impossible à réaliser. Comment on peut accumuler autant de kilomètres, autant de fatigue, autant d'heures sur une course? Comment y arriver? Parce que quand j'ai découvert ce triathlon, justement, j'étais encore à mes 5 kilomètres où j'avais du mal à courir, à enchaîner 5 kilomètres d'affilée. Donc, pour moi, c'était sûr que c'était quelque chose d'improbable, d'impossible. Et puis, j'ai continué à me renseigner sur le sujet, à suivre des gens qui pratiquaient du triathlon sur les réseaux sociaux. Et du coup, en octobre 2018, quand les inscriptions pour le Half Ironman de Vichy ont été ouvertes, je me suis dit, tu vas courir le semi-marathon en 2019, tu vas faire le marathon de Paris. Ce serait cool de terminer sur une note et de faire un Half Ironman. Donc, je me suis lancée. Alors, je pense que c'est pas le plus facile parce que mes beaux-parents qui sont dans l'Allier, Vichy, je connais un petit peu, c'est loin d'être plat. Donc, il y avait cette difficulté également du dénivelé. Alors, faut savoir que normalement, le parcours Vichy, c'était quand même connu pour un des Ironman de France le plus plat. C'était celui qui avait le moins de dénivelé. Et en fait, en 2019, à l'année où je me suis inscrite, ils ont changé le parcours vélo. Donc là, Et la du douche coup, froide. la douche froide, je me retrouve avec 1000 mètres de dénivelé sur 90 km de vélo. Alors, pour te préparer, est-ce que tu as multiplié ton entraînement par 3 de la course à pied, de la natation et du vélo? Ou est-ce que ce que tu évoquais tout à l'heure, d'avoir peut-être trop couru sur ta préparation marathon, tu as peut-être intégré de l'entraînement croisé et du renfort? Comment tu as organisé ta préparation? Alors du coup, le plan a été fait. Déjà, je me suis pas fait mon plan moi-même, hein. J'ai la chance d'avoir mon conjoint qui est coach sportif. Du coup, c'est lui qui m'a fait mon plan. C'était une première pour nous deux, hein, parce qu'il avait jamais fait de plan pour une triathlète, encore moins pour un Ironman. Du coup, il a bûché, il a ressorti ses cours de natation, ses cours de tout ça pour pouvoir établir un plan bien précis et puis adapté à moi. Donc du coup, on est parti sur un plan d'entraînement de 4 mois que j'ai débuté au mois de mai, 15 jours après du coup la fin de mon marathon. Ouais, tu avais très peu de temps finalement Et, entre la préparation et de oui, l'Ironman et le marathon. Donc là, tu as et oui, oui, parce qu'en condensé fait, les… il me fallait entre 3 et 4 mois de prépa. Et comme l'Ironman était le 24 août, j'avais pas le choix que de le commencer très rapidement après mon marathon. Donc, du coup, je suis partie sur 4 mois de prépa à raison de 9 à 13 heures d'entraînement par semaine. Donc là, j'ai quand même passé un level, on va dire, où je m'entraînais pas 13 heures pendant ma prépa marathon. Je faisais des sorties longues, je faisais 3-4 sorties, mais je ne m'entraînais pas 13 heures par semaine.
Donc, ça a été encore une nouvelle organisation avec le boulot, encore une nouvelle organisation au niveau de la fatigue, sur la prépa mentale, la prépa physique, sur l'alimentation, sur la récupération. Ça a été encore, c'est encore été quelque chose de différent du marathon. Est-ce que tu as appris sur toi par rapport à cette préparation? Parce que on a aussi la satisfaction de boucler une course et d'aller jusqu'au bout quand on passe la ligne d'arrivée, mais dans la préparation, on arrive aussi à apprendre sur soi. Tu disais sur le plan mental, tu as appris des choses, tu as progressé justement dans ton approche de la Oui. course. Oui. Déjà, j'ai beaucoup appris. J'ai surtout appris à apprendre à écouter mon corps. Pardon. J'ai écouté mon corps parce que des fois, j'étais plutôt dans l'esprit où Aurélia, tu as un plan, il faut que tu le suives sans pour autant, sinon, oui, c'est ça. Voilà. Il faut que je le suive. Avant, j'étais vraiment dans l'optique où si tu le suis pas, tu n'y arriveras pas. Alors que c'est faux. Mon plan Ironman, je pense que ça a été le plan le plus chaotique. Où déjà, il n'a pas fait. Il faut savoir que mon conjoint n'a pas fait un plan de 4 mois d'un coup. Il a fait semaine par semaine, en fonction de ma fatigue, en fonction de mon évolution, en fonction de mon travail, en fonction de plein de choses. Et au début de ma prépa, deuxième semaine de ma prépa, je me suis blessée au niveau de la course à pied. Alors j'étais déçue parce que c'était censé être mon domaine de prédilection. Et au final, je me blesse sur une séance où il y a j'ai une grosse douleur qui arrive au niveau de la hanche et qui me permettait plus de courir. J'avais mal même en marchant. Donc j'ai été voir des spécialistes, j'ai été voir un podologue et avec des semelles orthopédiques. Le problème c'est très vite réglé. Donc j'ai repris la course à pied finalement un mois, on va dire 5 semaines après le début de ma prépa. Donc les 5 premières semaines, je ne courais pas. Les 5 premières semaines de ma prépa, je n'ai pas couru. Je me suis exclusivement concentrée sur le vélo et la natation. Et c'est là que le triathlon est sympa, c'est-à-dire que même si on est blessé sur un domaine, comme la course à pied avec moi, j'ai quand même pu continuer à m'entraîner sur le vélo et la natation sans avoir de douleur, sans mettre en jeu ma santé. Et j'étais pas en stand-by, si tu veux. Oui. Et du coup, j'ai continué. Et je pense que finalement, ça a été un mal pour un bien parce que sur ces 5 premières semaines, je me suis vraiment focalisée sur le vélo et la natation qui étaient les 2 éléments où je pêchais le plus. Et du coup, ça n'a pas été plus mal que je fasse une pause sur la course à pied. Alors sur lequel où tu pêchais, tu disais sur la natation et le vélo, mais il y avait peut-être ce besoin aussi de reposer le corps en course à pied. Donc tu as pu travailler quand même sur ces 2 autres disciplines sans pour autant fatiguer de façon supplémentaire ton corps. Est-ce que en dehors de ces 2 autres sports, tu as intégré, tu disais ton conjoint est coach sportif. Est-ce qu'il t'a accompagné sur toute la partie renforcement, gainage, comme on peut justement le voir sur des sportifs qui aujourd'hui passent tous par les salles de sport pour justement se préparer en marge finalement ou même de façon centrale sur leur activité première? Oui, donc j'avais débuté justement ce renforcement pour ma prépa marathon. Donc là encore, je pense que j'ai assez de chance parce que mon conjoint tient une salle de sport à type où on pratique du cross-training. Alors, je sais pas si tu connais, c'est des entraînements, on appelle plus, sur les réseaux, on appelle ça du crossfit. Oui. Où là, ça va être du renforcement vraiment sur tout corps, avec des mouvements à base de gym, de cardio et aussi d'haltérophilie. Donc, je continue à faire ces séances-là pendant ma prépa Ironman. Mais par contre, je m'entraînais beaucoup moins. J'allais à la salle peut-être 1 à 2 fois par semaine, grand maximum. Parce que j'avais 9 à 13 heures d'entraînement de vélo, de course à pied et de natation. Donc, je pouvais pas non plus aller à la salle tous les jours. C'était pas possible. Il faut savoir que j'avais à peu près 9 à 10 séances par semaine à raison qu'il me fallait une journée de repos dans la semaine. Donc, il fallait que je case ces 9 et 10 séances sur 6 jours avec le boulot, avec la vie de famille, les amis, tout ça. Donc, c'était compliqué, c'était très condensé et je pouvais faire 2 à 3 séances par jour des fois.
Donc, pas les mêmes, hein. Par exemple, le matin, j'allais courir, le midi, j'allais nager, et en fin de journée, il fallait que je fasse ma séance vélo. Est-ce que tu as senti de la fatigue à un moment donné du plan où tu t'es dit là, de gérer ces 13 heures d'entraînement, le boulot, la maison derrière, est-ce que tu n'as pas dit, bon, je vais peut-être lever le pied, ou est-ce que vraiment tu as été jusqu'au bout pour vraiment te donner toutes les chances pour aller franchir la ligne d'arrivée de cette Alpha Ironman? J'ai pas le souvenir d'avoir connu une grosse fatigue, parce que c'est vrai que quand on se dit 13 heures d'entraînement dans la semaine, comment on va gérer? Même là, au jour d'aujourd'hui, là, je me dis, mais comment tu as fait pour réussir à t'entraîner entre 2 nuits de travail? Comment tu as réussi pour faire autant de bornes en vélo, pour t'organiser avec ta vie personnelle? Comment tu as fait? Ben, ça s'est très bien passé. J'ai pas le souvenir d'avoir eu des gros coups de fatigue. Après, j'avais été aussi voir mon médecin traitant. J'avais fait un bilan sang pour savoir si tout était correct au niveau de ma santé. C'est là qu'on s'est aperçu que j'étais anémiée, j'avais pas assez de fer, donc j'ai reçu un traitement pendant 3 mois. Donc je pense que j'ai été bien suivie. Et si jamais j'avais un petit coup de mou de la fatigue, euh, mon copain réadaptait tout de suite le plan d'entraînement et adaptait les séances. Oui, Il faut semaine savoir que après ça a été quand même semaine. un plan. Ouais, semaine après semaine, il adaptait, hein. Je suis partie vraiment sur un plan que je pense que le plan Ironman a été le plan qui a été le plus modifié dans ma prépa, parce que du coup j'ai eu ma blessure sur la course à pied dans les débuts, et après on a eu la canicule quand même qui est arrivée en juillet, où il faisait il faisait plus de 40 degrés. Donc quand on doit aller courir 15 bornes sous 40 degrés, clairement c'est pas possible. Quand on doit aller pédaler 3 heures sous 40 degrés, c'est très compliqué. Donc bah je mettais mon réveil pour aller pédaler très tôt le matin. Je faisais attention de bien m'hydrater, mais ça m'est arrivé de faire une sortie vélo de 2 heures au lieu de faire une sortie vélo de 3 heures, parce que c'était trop compliqué avec la chaleur. Donc tout ça, il a fallu s'adapter et modifier. Et tu disais que c'était un plan qui était le plus chaotique de ce que tu avais suivi jusqu'à présent. Moi, je trouve au contraire que d'avoir cette faculté et l'intelligence d'adapter le plan en fonction de de tes possibilités, de la météo avec cette canicule, finalement, c'est peut-être ce qui t'a conduit jusqu'à la réussite et jusqu'au franchissement de cette Ironman, parce que si tu étais resté stricto sensu dans ton plan, peut-être que tu serais allé droit dans le mur avec une impossibilité, parce que le score aurait dit peut-être stop du fait de la canicule, du fait de l'ensemble de tes activités. Ouais, exactement. C'est pour ça, quand tu me dis j'ai appris le plus sur ces pratiques et sur ce plan, quand je te dis ça a été d'apprendre mon corps, ça a vraiment été le déclic pour moi. Et maintenant, si je me dis demain, il faut que j'aille courir 15 kilomètres, ou il faut que j'aille nager 3000 mètres, et qu'en fait, en me levant le matin, je me sens trop fatiguée, ou j'ai pas la motivation, j'ai pas la forme, et ben, ce sera pas un échec pour moi. Tant pis, Aurélia, tu la fais pas, et puis tu la feras dans quelques jours. Donc ça a été vraiment une grosse prise de conscience pour moi. Et on apprend finalement au fur et à mesure de sa pratique. Tu as 3-4 années de pratique derrière toi, et c'est déjà preuve de maturité, de pouvoir avoir cette vision-là des choses. Alors une fois qu'on est début août, mi-août, presque fin août, comment on se sent à l'approche de son premier Ironman? Est-ce que c'est à peu près similaire au marathon, ou est-ce que c'est encore une appréhension, une excitation différente? Non, c'est totalement différent, parce que c'était un domaine que je ne connaissais pas. Je n'ai jamais fait de triathlon. Ça allait être mon premier triathlon. Donc, j'allais totalement dans l'inconnu. C'était pas, je prends le départ pour une course et puis je cours ma distance et je passe la ligne d'arrivée. Il y a plein de choses qui rentrent en compte dans le triathlon. Il y a plein de choses à penser. Il y a une organisation sur tout le nécessaire à apporter, sur l'équipement à avoir, sur comment ça va se passer sur le jour J, comment je vais faire mes transitions, où seront mes sacs de transition, où sera mon vélo. Donc, quand on n'a jamais fait de triathlon, je pense que je me suis mis un peu une épine dans le pied ce moment-là, où je me suis ajouté un stress supplémentaire, parce que j'allais sur une grande course et j'avais aucun T'avais pas de repère finalement. repère. Ouais.
J'ai aucune expérience. Et là, peut-être Donc, c'est là que ça a été compliqué. tu t'es dit, j'aurais peut-être pu faire une course intermédiaire ou un triathlon en version réduite pour cet apprentissage des transitions du matériel. Moi, ça aurait été quelque chose de, je pense, à faire, dans le sens où même si je faisais pas un temps ou quoi que ce soit, j'aurais vu comment s'organiser et comment se préparer correctement le jour J. Après, je m'étais vraiment renseignée, j'avais lu beaucoup de livres, j'avais regardé des vidéos sur YouTube, j'avais partagé avec les gens sur les réseaux sociaux, j'avais posé des questions sur les choses à pas faire, les choses à ne pas oublier le jour J, etc. Donc, au final, quelques jours ou quelques semaines avant, j'avais fait des checklists pour ce qu'il fallait que j'emmène, sur ce qu'il fallait que je mette dans mes sacs de transition. Et ces checklists, elles m'ont accompagnée jusqu'au bout, en fait, jusqu'au jour J. Et je pense qu'une fois que ta checklist, elle est correcte, il n'y a pas de stress à avoir, quoi. Il n'y a pas de stress à avoir. Alors, une fois qu'on est avec son bonnet sur la tête, la combinaison enfilée, qu'est-ce qu'on se dit? Ça doit jouer des coudes une fois qu'on arrive dans l'eau sur ces premiers instants. Alors, je me dis, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Franchement, ça a été un stress monumental. C'était donc on nage dans l'Allier et puis on part sur une plateforme qui est un petit peu au milieu de l'eau. Et c'est des départs de toutes les 8 secondes de 6 athlètes. Il me semble que c'est ça. Et du coup, plus le temps passait et puis plus j'avançais sur la plateforme et je me dis comment je vais faire. Il était à peine 7 heures du matin, il faisait encore nuit. J'allais nager quasi 2 kilomètres en eau libre. Alors, il faut savoir que l'eau libre, c'est complètement différent de la nage en piscine. Donc, je m'étais entraînée pendant mon plan de prépa. J'avais fait des séances de natation en eau libre. J'avais été une semaine dans le sud. J'ai de la famille qui habite dans le sud. J'avais été une semaine là-haut pour pouvoir m'habituer au dénivelé et puis m'habituer à la nage en eau libre dans les lacs et en mer. C'était pas du tout mon point fort. Hein. Ma première séance natation en eau libre, j'ai mis déjà 10 minutes à mettre ma combinaison, qui était très compliquée à mettre. J'ai mis 10 minutes à pouvoir aller dans l'eau et après, j'ai mis encore 10 minutes à pouvoir me lancer et à dire « vas-y, nage ». Et j'ai nagé à peu près 300 mètres et c'était terminé. Hein. Donc, je me suis dit, l'Ironman va être compliqué. Et en fait, la partie natation est la partie, je crois, qui s'est le mieux passée. J'ai pris un plaisir fou. J'ai fait un temps assez correct. Je pensais pas faire un temps comme ça. J'ai mis 40 minutes, il me semble, à faire les 2 kilomètres. Et j'étais vraiment bien dans l'eau. J'étais sereine. Je suis sortie après de l'eau. Du coup, ça m'a enlevé un poids. J'étais bien sur mon vélo et je suis partie après pour mes 90 kilomètres. La transition a été simple entre les deux, enfin de passer de l'univers aquatique. Je me suis pas du tout mise la pression. Je m'étais dit, si tu fais une transition de 6 minutes, de 7 minutes, c'est pas grave. Tu cherches pas un chrono. Si tu fais ton Ironman en 7h30 ou si tu le fais en 7h40, ça ne changera rien pour toi. Ce que tu veux, c'est le terminer. Donc, prends le temps de te sécher, prends le temps de manger ta petite pomme pote et de boire un coup. Et n'oublie rien, mets bien ton casque. Parce que faut savoir aussi que l'Ironman, ils ont des règles très précises. Il y a des personnes qui sont là et qui vérifient si on a bien fait les choses dans les règles, si on a bien le casque qui est attaché, et si c'est pas le cas, ils nous mettent des petits cartons rouges, des petits cartons jaunes, et c'est une pénalisation, c'est des temps de pénalisation où on va devoir stopper 1 minute, 5 minutes en fonction des cartons qu'on a. Et du coup, je faisais attention de bien faire tout ce qu'il fallait. J'avais lu le règlement plusieurs fois avant la course pour éviter de me faire pénaliser parce que j'avais une peur sur l'Ironman parce qu'on a des temps éliminatoires. C'est-à-dire qu'on a tant de temps pour faire la natation, tant de temps pour faire notre vélo, puis après tant de temps pour le terminer. Ça veut dire que si j'avais fait ma natation en plus d'1 heure, je crois que c'est 1h10, je suis pas sûre, je suis plus sûre. Il me semble que c'est 1h10. Si j'avais fait ma natation en plus d'1h10, eh ben, on m'aurait pas autorisé à monter sur le vélo, ça se serait arrêté là. Si au bout de 5 heures ou 5h30, j'avais pas fini ma natation et mon vélo,
on m'aurait dit c'est fini pour toi. J'aurais pas pu faire la course à pied. Donc j'avais un peu peur pour ça parce que je savais que j'allais pas me taper l'Ironman en 5 heures, que j'allais pas faire un temps de fou comme les professionnels peuvent le faire. C'était mon premier Ironman et puis je suis pas du tout dans l'optique de faire un temps de toute manière. Donc j'avais peur un peu de ce chrono qui était derrière moi et qui pouvait me stopper net. Quand on se prépare pour 4 mois et qu'on peut pas finir la course à cause d'un temps, ça aurait été vraiment, vraiment compliqué, je pense, mentalement pour moi. Mais au final, ça s'est très bien passé et puis le temps était loin, donc j'étais rassurée là-dessus. Et donc, dernière partie, après les 90 km de vélo sur les pentes de l'Allier, on part sur un semi-marathon. Bah là, tu te dis, c'est facile, j'ai déjà fait un marathon, donc ça doit pas poser de soucis. Sauf qu'il y a déjà les 2 épreuves auparavant. Voilà, il y a les 90 km de vélo dans les pattes. Le vélo a été la partie la plus compliquée. Ça a été la partie la plus longue. Et c'est là que je me suis dit que j'ai fait un plan quand même qui était pas mal adapté, surtout sur le plan mental. Mon conjoint qui m'avait concocté du coup ce plan avait fait des sorties où il m'obligeait à faire des sorties toute seule. Il n'avait pas le droit de m'accompagner. En vélo, j'avais fait la rencontre d'un monsieur d'une 60aine d'années, d'un cycliste. Et du coup, on avait partagé quelques sorties ensemble. Ça m'aidait à faire quand on part pour 3 heures de vélo. C'est plus sympa de le faire à 2 que de le faire toute seule. Mais du coup, il y avait certaines séances que je devais absolument faire toute seule, que j'avais pas le droit d'être accompagnée, j'avais pas le droit d'avoir de musique. Parce qu'il fallait que mon mental travaille. Et je pense que là, ça m'a énormément aidé parce que quand on part sur 90 km de vélo, qu'on est fatigué, qu'il y a 1000 mètres de dénivelé, qu'on est en plein dénivelé et qu'on est sur du 13 km/h, qu'on n'avance plus, qu'on se dit, si tu ralentis encore plus, Aurélia, tu tombes de ton vélo, c'est pas possible. Là, le mental, il a beaucoup travaillé et j'ai jamais flanché. Donc, ça a été vraiment que du bonheur. Cette course, je l'ai profité à 1000%. Et quand j'ai posé mon vélo dans le parc à vélo et que je suis partie pour ma course à pied, je me suis pas dit que c'était facile parce que j'avais couru un marathon, mais j'étais persuadée de finir cet Ironman. Une fois que la partie vélo était terminée, je savais que j'allais passer la ligne d'arrivée. La transition que tu as entre le passage du vélo vers la course à pied, pour l'avoir expérimenté sur quelques séances, tu as les cuisses qui sont, voilà, c'est 2 poteaux qu'il faut de nouveau mettre en action et les muscles ne travaillent pas de la même façon. Comment tu as géré ces premiers kilomètres ? J'y suis allée doucement. Il faut savoir que dans mon plan de préparation, j'ai eu énormément de transitions. Je les ai travaillées. Je faisais des sorties de 3 heures de vélo et j'allais courir 1 heure, 1 heure et demie derrière. Donc, mon corps était déjà habitué. Pendant 4 mois, je l'ai fait. Donc, c'était pas une surprise pour moi quand je suis descendue de mon vélo et que j'avais du mal à mettre un pied devant l'autre, que j'avais les jambes lourdes, que j'avais les cuisses congestionnées. Je savais que j'allais ressentir ça. Donc, je suis partie tout doucement, en trottinant à une petite allure. Je suis arrivée au 2e kilomètre où il y avait déjà des ravitaillements, où je me suis beaucoup hydratée. J'ai mangé un quartier d'orange. Et après, je me suis dit, Aurélia, j'avais envie de finir cet Ironman dans de bonnes conditions. J'avais pas du tout envie d'être sur les rotules comme j'ai pu le vivre sur mon marathon. Donc, je me suis dit, Aurélia, tu prends ton temps. Et là, je me suis quasi arrêtée. Enfin, arrêtée, je continue de courir, mais j'ai ralenti quasi tous les 2 kilomètres où il y avait un ravitaillement. On avait des ravitaillements quand même sur tous les 2 kilomètres parce qu'il faisait extrêmement chaud et qu'il fallait qu'on s'hydrate. Il y avait des gens qui nous arrosaient aussi parce que pour éviter les malaises et les déshydratations. Et du coup, je me suis arrêtée vraiment tous les 2 kilomètres où je buvais un verre d'eau, enfin un quart de verre d'eau, un quart d'eau pétillante et je prenais un quartier d'orange. Et du coup, là, ma course à pied, elle s'est passée nickel. J'avais mal nulle part, j'avais pas mal aux jambes. J'étais pas fatiguée. J'ai vécu cette course à pied très, très bien. Et puis, après, il faut savoir qu'à l'Ironman de Vichy, c'est une boucle de 10 km qu'on fait 2 fois. Donc, arrivé à ma boucle de 10 km, on passe juste à côté de la ligne d'arrivée où il y a tout le monde qui est là en train de te supporter. C'est l'euphorie totale. Il y a le speaker, un mec qui est au micro, qui parle et qui crie ton nom, qui te dit qu'il te reste encore 10 km et qu'après, tu as fini. Donc, ça te laisse pousser des ailes et là, tu te dis, c'est génial, quoi. Là, tu t'es senti porté, tu dis, bon, c'est pas ces 10 derniers kilomètres qui vont m'empêcher d'atteindre mon objectif et de franchir la ligne d'arrivée de l'autre côté. Franchement, je pensais pas du tout que ça pouvait se passer comme ça, même au niveau du mental. J'ai pas du tout flanché comme j'ai pu flancher sur le marathon.
Ça s'est extrêmement bien placé. Et si je dis que j'aurais pu courir encore après quelques kilomètres, j'aurais pu le faire. J'étais pas du tout dans un état physique déplorable ou mental où j'en pouvais plus. Donc tu finis plutôt bien. En combien de temps? En combien de temps tu boucles finalement cette épreuve? Alors, je passe la ligne d'arrivée en 7h12, où là, je fais une natation en 40 ou 42 minutes, il me semble. Je fais un vélo en 4 heures, donc ce qui est très bien pour moi. Ça peut être très lent, mais pour moi, c'est très bien parce que j'ai vraiment des lacunes en vélo. C'est pas ce que je préfère. Et du coup, j'étais contente de le terminer en 4 heures avec 1000 mètres de dénivelé. Surtout, j'avais pas du tout l'habitude du dénivelé. Par chez nous, c'est assez plat, donc pour s'entraîner sur du dénivelé, c'était assez compliqué. Et je fais mon semi-marathon en 2h12, il me semble, 2h15. Je sais plus trop, 2h15. Et du coup, ça me fait passer l'arrivée en 7h12. Donc, j'étais plutôt contente. J'avais pas spécialement d'objectif de temps. Après, quand j'ai détaillé ma course et que j'ai vu mes allures, j'étais assez contente. Faut savoir que j'ai couru mon semi-marathon à la même allure que j'ai couru mon premier. Non, j'ai couru plus rapidement mon semi-marathon sur l'Ironman que mon premier semi-marathon que j'ai couru tout seul en 2018. Oui, donc finalement, il y a quand même ce côté endurance où tu as progressé parce que après une épreuve de natation et 4 heures sur le vélo, tu arrives quand même à faire un beau chrono. Alors, une fois la ligne d'arrivée passée, est-ce que tu t'es dit ça plus jamais ou est-ce que là, on se dirige aujourd'hui vers d'autres objectifs encore plus fous? Après le half, on fait Absolument pas. un Ironman entier? Alors, l'Ironman entier, j'aimerais bien. J'aimerais bien, mais là, je me suis quand même mis des freins où j'ai posé les pour et le contre. Et il faut savoir que si je me lance sur une prépa Ironman, un full Ironman, je suis partie pour 20 à 25 heures d'entraînement par semaine. Et j'ai quand même un métier très prenant et très fatigant qui font que je vois pas vraiment comment je pourrais caser ces 20 heures par semaine. Donc Mais on je garde le pense, métier quand même, on garde le métier, on garde les oui, patients oui, on et garde le métier, ouais, c'est c'est quand le même quelque chose principal. d'important. Je veux pas non plus abîmer ma santé et je veux pas arriver le soir au boulot sur les rotules où je peux pas du tout assurer. J'ai pas le droit de me le permettre de toute manière. Et donc, pour le moment, non. L'Ironman reste dans un coin de ma tête, mais j'y vais doucement. Après, non, je me suis pas dit en passant la ligne d'arrivée, je me suis pas dit plus jamais. Justement, je me suis dit encore, encore et encore. Et j'ai d'ailleurs quelques jours après tanné mon copain pour qu'on s'inscrive tous les deux au Half Ironman des Sables d'Olonne, qu'on était censé faire le 4 juillet, mais que à cause des raisons sanitaires qui ont été annulées, enfin qui ont été reportées qui a été reporté au mois de septembre, mais j'ai pas pu, avec le boulot, j'ai pas pu y participer. Donc on est censé prendre le départ pour juillet 2021, si c'est toujours bon, si le Covid nous le permet. Donc là, avec des Donc on verra ça. entraînements et une préparation en duo. Donc là, la motivation, elle sera double avec Exactement. cet objectif Après, commun. en duo, mais quand même une préparation différente parce qu'on n'a pas le même niveau, parce qu'on n'a pas la même expérience, qu'on n'a pas le même métier avec les mêmes disponibilités. Donc oui, on va faire des choses en duo, mais pas que non plus. Alors, si on dresse un bilan, il y a 4 ans, tu découvrais la course à pied. Aujourd'hui, marathonienne, finisheuse de cette Half Ironman. On peut dire que c'est un parcours presque rêvé. Est-ce que tu imaginais pouvoir arriver jusque-là en un temps relativement compact? Non, absolument pas. C'est vrai que quand je revois mes débuts, les difficultés que j'ai eues, si j'avais pensé que 4 ans après, j'aurais réussi à faire toutes ces courses, j'y aurais pas cru, hein. Mais avec de l'envie, de l'entraînement, de la détermination, je pense qu'on est capable de plein de choses. Donc, faut pas qu'on s'arrête sur notre peur, la peur de la distance, la peur de pas y arriver. Euh, et il faut avoir confiance en soi, il faut se battre pour ce qu'on veut et ça marche très bien. Bon, je pense que c'est une belle conclusion que tu nous apportes là. On va
pas tarder à conclure cette interview. Aurélia, je te remercie donc d'avoir pris du temps parce que je sais que tu as travaillé cette nuit, donc c'est au saut du lit presque que on a réalisé cette interview. Donc merci à toi. Encore un grand merci par ton intermédiaire à tous les soignants qui ont œuvré pendant ces périodes compliquées donc du Covid. On leur fait un immense coucou à tous. Sur quels moyens les gens peuvent te contacter s'ils ont envie d'échanger avec toi sur le marathon ou sur l'Ironman? Par quel support on peut te contacter? Alors, je suis beaucoup présente sur Instagram. Le nom de mon Instagram, c'est Iron-Aurel. C'est un Instagram basé sur la course à pied, sur le triathlon justement. Donc, si les gens veulent me contacter et veulent partager, il n'y a pas de souci. Bon, je remettrai tous ces liens dans les notes de l'épisode. Je vais te souhaiter une bonne fin d'année, bonne prépa pour ce futur Ironman en juillet 2021. Pour ma part, je dis un bon week-end à l'ensemble des auditeurs et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.